Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 384 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de Memphis, les Grizzlies qui ont été éliminés par OKC. On va faire le point sur leur saison et leur futur. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Les Memphis Grizzlies éliminés, ça y est, 4-0 contre OKC, le Thunder qui remporte évidemment et sans trop de surprise cette série du premier tour, même si bon, j'avais passé 20 minutes à faire une petite preview, mais au final ça a été largement balayé. Non, alors pour vous dire, on va essayer de parler de Memphis aujourd'hui, petit podcast, puisque vous le savez, nous faisons tous les étés des bilans de franchise, des bilans de saison en fait pour chaque franchise de NBA. Donc on fera le bilan de Memphis plus posé, à froid, et puis surtout plus en détail pour en fait parler de plein d'éléments, que ce soit la défense, que ce soit telle individualité. On fait des bilans très complets l'été, en tout cas on essaye. Mais j'ai aussi cette habitude de, lorsqu'une équipe est éliminée en play-off, d'essayer d'en parler, de un peu faire à la fois le bilan de ce qui s'est passé dans les play-offs, un peu de la saison tactiquement on va dire, ça pour le coup essayer de parler terrain pour le coup, et puis un peu se projeter aussi sur la free agency, puisque en général nos bilans arrivent après la free agency. Donc bref, aujourd'hui bilan de cette saison de Memphis qui, vous le savez, pour le coup a été assez particulière, je ne sais pas, mais assez mouvementée pour le coup, entre une première partie de saison très étonnante, entre l'explosion de Jaren Jackson, le retour de Ja Morant après la saison quasiment blanche de l'an passé et ses affaires et la blessure. Bref, donc bonne surprise début de saison, ensuite un peu plus compliqué, ils sont dans le top 3, top 4 de l'Ouest jusqu'à quasiment à la fin, mini crise, ou en tout cas un peu compliqué, d'un coup ça change de coach, on va en parler aussi, mais voilà, donc changement de coach assez inédit jusqu'à 2 semaines plus tard, Denver qui fait encore pire, qui vire son coach encore plus tard dans la saison. Et puis donc c'est playoffs, et même avant les playoffs, un peu le côté où la fin de saison n'a pas été folle, hein. La fin de saison n'a pas été au niveau sans doute, ils ont perdu des affrontements directs, on en avait parlé, mais l'affrontement contre Golden State, avant le play-in, je veux dire en fin de saison régulière, l'affrontement contre les Lakers aussi, on en avait parlé tactiquement. Voilà, plus le play-in où ça perd encore une fois contre les Warriors, etc. Donc on a un peu cette impression, je trouve, aujourd'hui, d'une saison non pas ratée, mais bon, pas forcément si bonne que ça, alors que je pense que quand on en parlait, je vais même pas dire si on en avait parlé en janvier, mais quand on en parlait en janvier ou février, on était quand même plutôt sur l'inverse, quoi. Pour le coup, je trouve, en tout cas. Bref, donc 4-0 pour OKC dans cette série du premier tour. Bon, déjà, première chose avant de commencer à développer sur à la fois tactiquement la série et ensuite sur le futur, l'été, la free agency, que faire, etc. Premier avertissement, je ne sais pas, mais en fait, il faut quand même séparer deux choses pour moi. Certes, OKC est un adversaire, je pense qu'on peut dire historique en termes de niveau de jeu. Alors, je ne sais pas si ça va se transposer à ce point en play-off, on verra face à de meilleurs tests, etc. Mais bon, c'en était un tout de même pas si mal que ça, Memphis, ils les ont écrasés, donc ok, mais la défaite est totalement logique et normale, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que très peu de monde avait prédit un upset, et donc selon la sagesse de la foule, bon, voilà, personne n'est surpris. En l'occurrence, c'est pas parce que la défaite est totalement logique, on a affaire à une équipe qui a un niveau de jeu en saison régulière pour l'instant qui a été historique, que tout de même, donc, deuxièmement, de l'autre côté, il n'y a pas non plus 2-3 choses intéressantes à en retirer, et que voilà, il faut pas s'arrêter à juste, de toute façon, ils pouvaient pas gagner, donc toutes les leçons, tout ce qu'on a pu voir dans cette série est à mettre à la poubelle, de toute façon, on s'en fiche. Non, je pense pas, je pense qu'il y a quand même des trucs assez intéressants, surtout qu'en fait, les deux sont liés. Peut-être qu'il y a aussi eu des faits, parce qu'il y a certaines leçons à en tirer. On va pas non plus tomber dans le sens inverse de, ils ont perdu, donc tout a été mal fait, c'est pas ça. Mais c'est vrai que l'affrontement est intéressant, et d'autant plus quand on parle d'une équipe de Memphis qui, comme dit, était dans le top de la conférence Ouest tout le début de saison. Et quand on parle de Memphis, c'est de ce calibre d'équipe, de ces équipes de cet acabit, je pense que c'est pas injuste de les comparer à des standards très hauts. Donc, certes, l'adversaire était logiquement plus fort et on pouvait s'attendre à cette défaite, mais voilà, c'est pas non plus injuste de dire, au final, on peut quand même tirer des leçons d'un affrontement face à, justement, une équipe de ce calibre-là également. Bref. Et puis l'autre aspect, c'est que, et je voulais insister là-dessus, défaite logique, ok, mais on va essayer d'en parler. Deuxièmement, il y avait un autre point. Attention à pas non plus, en tout cas, pas attention, mais il y a un aspect, je pense, où la perception actuelle de Memphis va être tout de même assez négative, en plus par tout le remous de fin de saison, parce que l'équipe est imparfaite, et donc
je tiens à le dire, moi qui les ai un peu aimés toute la saison, oui, Memphis est une équipe très imparfaite. En un sens assez atypique tactiquement, avec leur attaque qui n'a pas d'écran, avec leur bon offensif, avec des stars relativement atypiques aussi, en tout cas pas complètes, etc., etc. Donc oui, l'équipe est imparfaite. Mais l'équipe était quand même bonne, voire même très bonne. Donc, certes, ce n'était pas une équipe idéale, c'est pas une équipe parfaite, c'est pas une équipe sans faille, c'était pas une équipe qui pouvait battre tous les adversaires, etc., etc. Mais je veux pas non plus tomber dans, et je pense que on risque un peu de le faire, et je pense que la perception va être négative de, bon, ils ont perdu, ils étaient 8e, ils n'étaient pas si forts que ça. Ça, j'ai un peu envie de me battre contre cette idée, parce que par exemple, truc assez simple, mais ils étaient à quoi ? Ils étaient à 2 matchs, je crois, de la 2e ou 3e place, dans mes souvenirs. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Enfin bref, il y a aussi une question de, ils atterrissent en play-in, ensuite ils atterrissent en 8e, ils se tapent OKC, pas trop d'espoir, d'accord ? Ils étaient à 2 matchs d'être 3e ou 4e, quoi. Et donc, forcément, d'avoir aussi peut-être un autre adversaire, un autre adversaire au premier tour, et pourquoi pas, de passer. Et on parle à niveau égal. À niveau égal, on aurait pu avoir 2 adversaires différents. Là, un qui finalement est très fort et tu peux pas le passer, et l'autre, imaginons, je sais pas moi, si au premier tour, il s'était tapé des Memphis, un Minnesota, par exemple, ou je sais pas moi, si la fin de saison régulière s'était passé un peu mieux à quelques matchs près, pourquoi pas une série au premier tour 4-5 contre Houston, peut-être même passer contre Houston, mais je veux dire, on aurait une perception qui aurait été très très différente, alors que le niveau de jeu et l'équipe est fondamentalement le même. Donc voilà, pour moi c'est un peu le point central, et c'est pour ça que je commence là-dessus. C'est certes, on a une équipe cette saison qui a été imparfaite, mais ça veut pas dire qu'il faut tomber aujourd'hui dans un peu ce côté, non pas biais du résultat, mais l'aspect ils ont perdu, ils sont nuls, quoi. Non, je suis pas d'accord. Moi, je les aimais bien. Je pense qu'ils auraient pu faire 2-3 trucs. Est-ce que c'était top 2, top 3 de l'Ouest ? Non, je ne pense pas. Je pense pas que c'était des vrais candidats au titre. Mais est-ce que dans un monde légèrement différent, à 2 ou 3 matchs près, ils auraient pas pu passer un tour, et que là, d'un coup, on se serait tous dit, une équipe intéressante, etc. Voilà, je pense que oui. Donc, bref, on peut attaquer d'entrée de jeu, si vous voulez, pour parler un peu de la série. La série, alors, je vais pas non plus en parler en longueur, comme parfois je peux le faire, des séries où je peux parler pendant 1h30, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de la voir en détail. J'ai quand même vu 2-3 trucs hyper intéressants, etc., mais je vais pas en parler en grand détail, puisque je ne l'ai pas vu moi-même en détail. Mais il y a quand même des points intéressants à en retirer de ce que j'ai pu observer. Bon, déjà, première chose à dire, le fit était de toute façon le pire possible pour Memphis, parce que tomber sur OKC, et je parle même au-delà du fait qu'on a une équipe qui est une bonne équipe, Memphis, qui tombe contre une équipe à un niveau de jeu historique. Bon, au-delà même du niveau de jeu et de l'écart de niveau de jeu, pour moi, c'est pas ça le mauvais fit. Le mauvais fit, il était tactique, en fait. C'est-à-dire qu'on a affaire à une équipe de Memphis qui a certaines faiblesses, et les forces de OKC sont précisément sur les mêmes domaines du jeu où Memphis a des faiblesses. Donc c'est vrai que c'est quand même pas cool. Alors que par exemple, si je sais pas moi, s'ils avaient été tombés contre Houston au premier tour, voire même contre les Wolves, encore une fois, je pense qu'ils auraient pu faire des trucs intéressants. Là, bon, ok, si au-delà même de l'écart de niveau intrinsèque ou général, on va dire, il y a aussi ce truc dans l'affrontement particulier en termes de force, de faiblesse, de caractéristiques, ça collait pas. Bon, notamment parce que Memphis, on est obligé de commencer par ça à chaque fois, mais un énorme problème de spacing pour moi. Qui est aussi lié à leur style de jeu, du jeu des possessions, avec Zach Edey, et le fait d'aligner deux gros sur le terrain, un peu toujours une grosse partie du temps, on va dire. Et ce côté, on va jouer un peu le jeu des possessions, donc aller chercher des rebonds offensifs, notamment. Et c'est vrai que ça entraîne que si tu as un non-shooter en plus sur le terrain, c'est pas top, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Zach Edey, il y en a d'autres, des joueurs dont le spacing et le shooting est un peu déficitaire. Et pour moi, déjà, c'est le premier élément. Spacing qui est pas parfait, et tu fais face, on l'a répété, on va le répéter encore une fois, tu fais face à une équipe de OKC qui est peut-être une des meilleures, voire même une des meilleures de l'histoire, je ne sais pas, en termes de gérer l'horizontalité du jeu, on va dire. C'est-à-dire pas que le côté le gros pivot vertical au panier, mais dans ce jeu moderne, dans ce jeu en 2025 où en fait il y a de plus en plus d'espace, précisément, où il y a de plus en plus de joueurs intelligents, de connecteurs, la balle bouge beaucoup, les défenses sont plus complexes, et en fait le but est aussi de gérer cet espace, et il faut savoir être bon off-ball, il faut savoir faire ce balayage partout, il faut savoir avoir cette coordination, cette longueur de bras aussi. L'outil le plus fonctionnel dans une défense off-ball, c'est à quel point tu as des gens avec une belle envergure. Enfin bref, vraiment sur ce côté
peut-être pas, hein, enfin je sais pas, mais il y a pas un côté, oui, on a des stoppers de Jokic vraiment solides, ou alors oui, on va être vertical au panier avec Rudy Gobert qui défend le panier en restant sous le panier. Il n'y a pas tellement ça. Ok, ici, c'est plutôt cette gestion de l'espace sur le plan horizontal, de courir partout d'un côté, de l'autre, les aides, les schémas un peu complexes, etc. etc. Donc, bon, là-dessus, déjà, le fit était pas bon pour Memphis, évidemment, parce que pile leur faiblesse, elle allait être accentuée par précisément la force et les schémas tactiques d'OKC. Donc déjà, bon, on peut s'en douter, et juste petite stat pour vous dire, au niveau des 3 points, ça s'est un peu vu. Évidemment, au niveau des 3 points, ça s'est vu côté fréquence et côté efficacité également sur ce match-up où non seulement ils n'ont pas tenté des tonnes de 3 points, mais en plus, je crois qu'il n'y a qu'un match où ils les ont bien rentrés. Non, même pas. Non, je crois qu'il y a un match, ils en ont pris beaucoup. C'est le match 3. Mais du reste, on est sur 30%, 31% de fréquence de tir à 3 points, grosso modo, sur cette série. Et en efficacité, on était à 33 également. Mais pour vous dire, il y a des équipes actuellement, les Boston ou pas mal d'équipes qui peuvent arriver à la moitié de leurs tirs qui sont des 3 points. Il y a une question de rentabilité intrinsèque à ce tir-là aussi. Et c'est pas que la rentabilité du tir, il y a aussi ce que ce tir permet. Parce que si tu arrives à attirer des gens dans le périmètre, tu as plus de chances d'aller à l'intérieur. Or, là, t'as pas pu. Donc bref, faiblesse de Memphis qui s'est clashée, qui a été accentuée, amplifiée par la force de OKC qui fait des stunts. Donc je viens boucher l'espace à l'intérieur, qui fait des rotations complexes, qui a de la longueur de bras, etc. etc. Voilà, donc ça c'est pas top. Deuxièmement, pour moi, on a aussi vu sur cette série une autre faiblesse qui malheureusement n'est pas nouvelle, et je suis pas sûr qu'elle soit réglée bientôt. C'est en fait l'aspect très, très basique de numériquement, combien est-ce que tu as de bons joueurs. Ça peut paraître très, très bête, mais en fait, j'ai trouvé que la rotation était quand même assez short, assez courte. Et au final, tu t'es retrouvé avec une équipe de Memphis qui est... Bon, il y a des blessés aussi. Hein. Brandon Clark est blessé, donc ça fait quand même un des mecs de la rotation principale qui est blessé, rotation intérieure, je veux dire, et même rotation plus générale. Donc, tu as un de tes mecs parmi les 7, 8, 9 qui jouent régulièrement qui n'étaient pas là, d'accord. Mais bon, ça ne s'arrête pas à ça. Je pense qu'il y a quand même un aspect où tu regardes qui joue sur le terrain. Bon, tu as les titulaires, hein, Jaren Jackson. Zach Edey, est-ce qu'on est sûr que c'est un gros titulaire de playoff? Je suis pas sûr, pas encore. Mais d'accord, donc Jaren Jackson, Desmond Bane, Ja Morant quand il n'a pas été blessé. D'accord, Scottie Pippen a surperformé, ou en tout cas, il confirmait que c'était une très très bonne surprise, donc ça c'est cool, très bien. Qu'est-ce que j'oublie encore? Aldama, qui a beaucoup joué, mais parce qu'il faisait partie de la rotation lui aussi. D'accord, donc on est à 6, sinon. Et après c'était quand même beaucoup plus compliqué. Hein. On a eu du Luke Kennard, mais qui a évidemment, il a été ciblé dès qu'il a posé le pas sur le parquet, il a quand même pas mal été ciblé. Parce que c'est comme ça que ça se passe en playoff, on cible les mauvais défenseurs, évidemment, vous le savez. Mais voilà, Luke Kennard est peut-être l'autre nom qu'on peut rajouter à la liste de, ok, voilà, c'est ta rotation principale, ton noyau dur. Et donc là, on parle de quoi? On parle de 6, sinon et demi, 7 peut-être, par rapport à la nuance qu'on peut apporter sur un Zach Edey, voire même sur parfois un Scottie Pippen, où de base le statut est pas énorme, ou voilà. Et après, c'est quoi? On a sorti du John Conchar, qui a beaucoup joué, alors que son temps de jeu n'a pas été si régulier que ça cette saison. Donc voilà, Marvin Bagley également, qui a joué, mais qui a fait du Marvin Bagley, et qui d'ailleurs n'a même pas trop joué le match 4, hein, je crois de mémoire, où il y a un match comme ça, il n'a pas plus trop joué. Après, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Clairement, voilà, pour le dire très simplement, je trouve qu'il y a eu un problème numériquement, où on s'est rendu compte que Memphis a pas beaucoup de très bons joueurs. On pouvait se projeter du Vince Williams, du J.J. Jackson, qui n'ont pas beaucoup joué, voire même pas du tout, je crois. JF non plus pas joué, alors que c'était une bonne surprise début de saison. Il y a un Lamar Stevens sur le banc, en mode le défenseur, mais évidemment pas trop viable de l'autre côté du terrain. Et c'est vrai je pense qu'on s'est aussi... on a aussi vu beaucoup plus cet aspect de « Ok, Memphis c'est cool, mais ça manque un peu de monde, quoi. » Et bon, on en reparlera, mais il y a aussi le côté, ça manque de monde aussi parce que tu as fait des moves financiers pour te débarrasser de certains noms, et ça c'est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, sur le bilan de la série, pour moi, ça a été éclatant, la question du fit tactique. Bon, l'écart de niveau intrinsèque, ok, mais aussi l'écart de nombre de bons joueurs. À l'inverse, on a une équipe de KC qui a même pas eu besoin. Voilà, je pense à un cas qui est un peu significatif, Aaron Wiggins, qui a même pas joué pas tant que ça, pas un énorme volume, alors que c'est quand même un élément assez important du banc, mais il n'y a même pas eu entre guillemets besoin de le sortir tant que ça, Aaron Wiggins. Et puis voilà, OKC c'est aussi une des équipes qui a la plus grosse profondeur de NBA, je pense, le meilleur supporting cast, comme on dit. On avait fait un épisode là-dessus, si ça vous dit d'aller écouter a posteriori, on l'a fait il y a 2-3 semaines.
Mais voilà, donc la différence aussi de nombre de bons joueurs. Et puis, bon, il y a aussi un truc. Alors, j'ai pas les stats, malheureusement. NBA.com ne propose pas les stats gratuitement. Mais on peut quand même noter, à toute la saison, je résume hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui peut-être découvrent ou quoi que ce soit, un peu ce côté tactique ou des podcasts tactiques, mais on avait cette nouvelle attaque qui a été mise en place en début d'année, l'attaque sans écran, la circle offense ou la wheel offense, parfois ils appellent aussi, donc littéralement une attaque en cercle, où la base et le principe, c'est un peu c'est pas des systèmes, c'est un peu dans le flow du jeu, une attaque très, très libre finalement, mais avec des concepts de prends la balle et plutôt que de venir te poser un écran, je dégage du chemin. Il y a un aspect où par exemple je drive sur la gauche, le mec était en bas sous le panier, il remonte sur l'aile, le mec était sur l'aile, il remonte tout en haut à 3 points, le mec était de l'autre côté dans l'autre corner, il cut au panier, etc. Une espèce d'attaque comme ça sans écran qui était un peu novateur. Memphis faisait le plus petit nombre de pick and roll depuis X années, hein, depuis l'explosion du pick and roll justement dans les années 2010, donc c'était quand même assez notable, ils en faisaient, mais pas tant que ça. Bon, on va pas refaire tout le refrain, peut-être que ça a un peu agacé Ja Morant ou quoi que ce soit, ou c'est peut-être une des motivations d'avoir changé de coach, puisque l'assistant qui avait apporté ça, notamment le fameux Noah Laroche, a été viré en même temps que Taylor Jenkins. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est qu'on avait déjà noté en fin de saison régulière, notamment on avait parlé, hein, l'affrontement contre Golden State de saison régulière, contre Memphis, etc., etc. On avait noté plus de pick and roll. Beaucoup plus de pick and roll qui ont été faits. Voilà, je vous dis, j'ai pas les stats de playoff parce qu'elles sont pas disponibles, pas gratuitement en tout cas. Mais moi, j'ai quand même cette impression depuis donc le changement de coach que en effet, il y a plus de pick and roll qui sont faits. Or, là encore, pour parler de la série, le problème, c'est qu'on a affaire à une équipe d'OKC qui est quand même fantastique pour défendre le pick and roll, mais pour défendre plein de choses, mais notamment le pick and roll. Parce que, soit on y va avec Zach Edey, mais Zach Edey, il n'a pas forcément le pick and pop, et s'il veut rouler au panier, ça fait quand même moins d'espace pour un Ja Morant, sachant que déjà, Ja Morant, quand il veut attaquer avec un écran, il va y avoir, vu qu'il n'y a pas beaucoup de spacing, c'est là où on retrouve ça, vu qu'il n'y a pas beaucoup de spacing, il y a un mec sur l'aile ou dans le corner qui va venir coulisser depuis le côté faible, voire même côté fort pour boucher l'espace, etc., etc. Donc le pick and roll n'a pas été si bon que ça sur cette série, je trouve. Et en un sens, c'est aussi pour ça que Ja Morant, qui avait recommencé à utiliser pas mal d'écrans et de pick and roll en fin de saison régulière, n'a pas eu un impact si grand que ça. Peut-être en un sens, en plus il a manqué le dernier match de la série, vous l'avez suivi évidemment. Mais voilà, en plus, l'autre côté, c'est que si l'autre force de Casey, c'est les match-up, de jouer sur les match-up. Donc notamment, tu peux te dire par exemple, ok, s'ils mettent Hartenstein, on va punir Hartenstein qui veut rester plutôt bas ou plutôt au niveau de l'écran, et donc soit faire des 2 contre 1 sur le ballon, soit rester proche du panier, sur le pick and roll, sur l'écran. On envoie un écran avec Jaren Jackson, justement, comme ça lui pick and pop à 3 points, et ça fait un peu battre le truc, quoi. C'est le contre-move parfait. Sauf que non, parce que OKC joue sans arrêt avec les match-up, et donc par exemple tu te retrouves avec Caruso qui de son époque à Chicago était tout le temps sur Giannis, notamment dans les affrontements Bulls-Bucks dans la même division. Là on l'a vu très souvent sur Jaren Jackson, donc il y a un aspect où tu veux faire un pick and roll, pas de souci, mais sauf que Hartenstein il est obligé de défendre un peu comme un gros entre guillemets, donc soit edge soit drop. Là tu peux juste switcher ou faire un late switch, et bref, et en fait il y a pas de décalage, il y a pas de pick and pop, quoi. Donc il y a aussi cette capacité de OKC, au-delà du simple fait de rétrécir l'espace, qui peut aussi un peu t'annihiler ton pick and roll en un sens. Et il y a d'autres conséquences, hein. Si tu switches sur un Zach Edey, tu peux être puni au rebond offensif, et finalement Memphis n'a pas été si mauvais que ça, je trouve, pour aller chercher ces rebonds offensifs. Je l'avais noté, j'arrive pas trop à le retrouver, c'est pas très grave. Les chiffres sont pas mal, mais finalement ils sont plus dans la moyenne, on va dire, que vraiment le surplus de valeur qu'ils sont capables de créer en saison régulière au niveau du rebond offensif. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est, je crois, la 2e ou 3e équipe de NBA sur la capacité à aller chercher des rebonds offensifs, un peu comme Houston, le fameux jeu des possessions. Sauf que là, au final, ça a plutôt bien tenu côté OKC sur ce rebond. Donc là encore, une des forces de Memphis qui a été atténuée par OKC. Donc voilà. Et donc bref, mettons un peu de côté le pick and roll le jeu de pick and roll de Ja Morant. Le fait est aussi que le fit et le match-up tactique était pas bon par rapport à Jaren Jackson. Jaren Jackson, hein, vous m'avez entendu en dire du bien toute la saison, et je vais encore en dire dans le futur. Cet été, dans les bilans, dans le top 100, l'an prochain sans doute aussi. L'explosion offensive, elle sort pas de nulle part, mais elle est quand même un peu surprenante pour le coup. Et je pense que c'est un très bon joueur. Après, tout de même, on a vu que c'est quand même pas la bonne équipe. C'est pas la bonne défense contre qui attaquer, parce que lui, pour le coup, on a un peu résumé parfois, hein, l'attaque sans écran, c'était pour favoriser Jaren Jackson, alors que l'attaque de pick and roll, c'est plutôt Ja Morant. Bon,
Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas en termes de vestiaire ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est vrai que lui, il attaque plutôt en drive. On est plutôt sur une attaque de drive avec, justement, on te donne la balle, t'es dans le périmètre, on met un shooter dans le corner, un shooter sur l'aile, dans l'autre aile, et toi, t'as un boulevard pour aller au panier. En tout cas, c'est l'idée. Mais sauf que, bon, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, notamment, on avait pas mal développé, il y a un double affrontement en janvier dernier contre les Spurs, par exemple. On a vu que, en fait, Wemby est l'antidote parfait à Jaren Jackson, parce que certes, Jaren Jackson pouvait un peu parfois y aller au coup d'épaule, mais sauf que Wemby est tellement grand, suffisamment mobile et tellement grand que c'était le patch parfait anti-Jackson. Parce que vraiment, il y a un côté où Jaren Jackson n'arrivait pas à driver sur Wemby. Bon, vous allez me dire, c'est un alien, c'est que un seul joueur, c'est Wemby, c'est une anomalie, ok. Sauf que il y a une autre faiblesse dans le jeu de Jaren Jackson qui a été mis en lumière, je trouve, sur cette série de playoffs, c'est le passing. C'est évidemment le passing. Et c'est là où moi je trouve qu'offensivement, par exemple en création pure, c'est un mec qui est meilleur qu'un Evan Mobley, par exemple, ou que d'autres drivers un peu comme ça depuis le poste de pivot ou intérieur, on va dire. Mais le problème, c'est que Jaren Jackson, il a jamais eu trop ce passing. C'est pas un mec qui sait faire des passes, c'est pas un mec qui sait faire des lectures complexes, voire même parfois un peu basiques. Alors j'exagère, hein, parce qu'il peut quand même faire des lectures basiques, mais c'est pas sa tendance de base de passer. Et c'est pas, voilà, c'est plutôt en mode je prends la balle et je vais essayer de scorer. Il n'y a pas ce côté adaptabilité extrême en mouvement, de lire ce que fait la défense et de s'y ajuster. Bon, stat très, très, tout à fait bête, hein, je pense que j'en reparlerai cet été dans les bilans, mais on a encore une fois, quand on prend la fameuse stat du ratio de playmaking, c'est un peu, alors c'est moi qui l'ai appelé comme ça, c'est un élogisme, pardon, mais c'est l'assist percentage divisé par l'usage percentage, donc à quel point tu fais des passes par rapport au nombre de ballons que tu touches, à quel point quand tu as un ballon, tu fais plutôt passe, plutôt scoring, hein, c'est juste ça, répartition du jeu, on va dire. Il a parmi les pires scores de NBA, déjà, pour des joueurs à gros volume, et bon, du coup, pour les intérieurs aussi, je veux dire, mais on est sur des scores où, voilà, c'est pas un mec qui passe. Et comme dit, quand on fait un filtrage pour prendre que les mecs avec des gros volumes d'utilisation, beaucoup de responsabilités, il est toujours dans le top 5 ou top 3 même des pires. C'est pas un mec qui passe beaucoup. Alors, il fait pas beaucoup de turnover non plus, également, mais parce que c'est lié, hein, quand tu prends pas de risque sur des passes, bah, tu fais pas de turnover. Mais voilà, et pourquoi je parle de ça ? C'est que, en l'occurrence, OKC n'a pas un Wemby. OKC n'a pas un mec qui à lui seul pouvait un peu faire le rempart où voilà, soit je te stoppe et je t'empêche d'avancer, soit tu me mets un coup d'épaule et tu peux avancer, mais quand tu essaies de te relever après le coup d'épaule, bah, il reste quand même des bras suffisamment longs par-dessus toi, donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que le problème de Jaren Jackson, c'est que le drive est devenu génial, le toucher de balle fabuleux, même quand il n'arrive pas à aller jusqu'au panier, il déclenche un flotteur un peu n'importe comment à 2-3 mètres du panier et il le rentre parce qu'il y a ce toucher plus le contrôle du cœur qui est fabuleux. Il n'est pas explosif, mais il a une capacité à encaisser le contact et à rester relativement en équilibre malgré n'importe quel type de contact et à déclencher le tir n'importe comment, mais il est en équilibre, contrôle du corps. Par contre, c'est vrai que la faiblesse, c'est que si tu fais des prises à deux ou que tu resserres le terrain autour de lui, c'est compliqué. Et là, si vous allez voir un peu les highlights ou juste les tirs tentés de Jaren Jackson sur cette série, vous allez voir en fait qu'est-ce qui se passe. On a souvent, soit Memphis arrive à créer un switch et à l'attaquer, à structurer le terrain un peu, hop, on arrive à dégager un peu d'espace et il peut attaquer relativement bien, mais c'est pas arrivé tant que ça au final. Et allez voir au contraire le reste des tirs tentés, il y a quand même beaucoup de fois où il y a une prise de deux qui se déclenche depuis la main forte, depuis le côté fort, ou alors depuis le côté faible, ou alors il y a un mec qui vient attendre sous le panier, etc., etc. Et c'est vrai que c'est là où, comme dit, la défense de KC, elle est élite sur cet aspect horizontalité du jeu, occuper l'espace, faire les bonnes rotations, les schémas un peu complexes, etc. Et donc en face, il n'y a pas le cerveau pour résoudre ça. Je pense que vous faites ce genre de schéma et j'espère qu'on le verra. Je sais pas moi, face à un Luka Doncic ou un mec comme ça. Bon voilà, il y a des aides qui viennent, il y a une défense qui se déforme autour de lui, il peut trouver la solution. Il peut garder, il a cette réactivité, il a cette lecture de jeu en mouvement, ce qui est pas si simple que ça à faire. Hein. Je sais pas si vous avez joué un peu au basket, mais il y a un peu ce côté parfois où tu fais ton move, tu te rends pas compte de ce qu'il y a autour parfois, parce que tu es concentré, etc., etc. Et donc voilà, des passeurs d'élite ont ça, peuvent punir un peu plus, lui il peut pas. Il peut pas, et donc clairement il y a des fois où, enfin souvent, il déclenchait des tirs par-dessus des prises à 2 ou par-dessus des prises à 3 ou une quasi-prise à 2. Et finalement, c'est pas que la question du spacing. Pour moi, j'insiste parce que c'est une partie importante. Et ce manque de spacing a permis à OKC de d'aider plus facilement. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi l'aspect on le connaît, Jaren Jackson, il est pas capable de faire tout le temps les bonnes lectures. Donc c'est en ça que le fit était pas bon.
parce que face à une défense peut-être un peu plus traditionnelle et beaucoup moins étouffante, on court partout, on structure le terrain, etc. Ce serait peut-être un peu mieux passé. Là non, là clairement, c'est un des deux moteurs d'attaque de Memphis, c'est ce drive de Jaren Jackson. Mais ce drive a une grosse limite, c'est que le ballon, il prend le ballon, il va au panier et il faut qu'il score. Et s'il doit réagir en temps réel, s'il doit s'ajuster, s'il doit faire une passe parce qu'il y a un mec qui vient le faire une prise à deux, etc., bah, il peut pas trop. Donc voilà, là-dessus, évidemment, le clash tactique ne s'est pas bien fait. D'ailleurs, c'est un point à développer pour la suite. Quid de la création aussi à Memphis. Et est-ce que, moi, encore une fois, j'adore Jaren Jackson et le fait qu'il soit capable de faire ça, en plus de être capable d'aller au poste bas. Mais d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais pareil, au poste bas, il a été parfois doublé et il peut pas tirer profit de ça en fait. Donc c'est là où c'est dommage et c'est là où en fait tout est lié en basket et il n'y a pas un côté juste scoreur ou alors juste passeur. En fait, tout est lié. Il faut savoir réagir dans le moment présent en fait. C'est un peu ce côté où les joueurs d'élite ils choisissent pas. Il n'y a pas un plan prédéterminé en amont en mode je vais faire ça. Il y a un côté alors je fais ça mais voyant ce que fait la défense et ce qu'elle fait, je m'ajuste. Donc c'est un peu ça l'élément des joueurs d'élite. Et j'en parle parce qu'au final, il peut faire du post-up, il l'a fait un peu, mais peut-être pas autant qu'on aurait pu penser. D'ailleurs, encore une fois, je réinsiste, mais le match-up Caruso lui a fait du mal pour le coup parce que il est plus petit et un peu moins puissant, évidemment, mais une vraie peste défensive qui le presse, qui vient perturber son dribble, qui vient avec ses mains, peut-être les meilleures mains de NBA, défensives en tout cas, qui venait créer des interceptions ou dévier des ballons ou le gêner, etc. Donc voilà, c'était un match-up quand même très cool, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un défenseur d'élite. Jaren Jackson. Donc déjà, il y a une énorme valeur sportive de ce côté-là. Plus on rajoute un mec qui a de la création. Plus on rajoute aussi un mec qui, au-delà de création, balle en main, drive ou post-up, qui a aussi un pick and pop ou un 3 points en général. Alors, pas d'élite. C'est peut-être ça. Il faut aussi avoir en tête que c'est pas un mec il n'est pas calibre au 41 Towns ou Porzingis, par exemple. Mais c'est quand même un bon shooter à 3 points. Ok. Le problème, c'est que est-ce que vraiment ça peut être ta deuxième option d'une équipe de playoff quand il manque cet élément un peu indispensable du passing? Est-ce que, bon, voilà, il faut pas non plus tirer des plans sur la comète à cause de la série contre OKC, c'est pas ce que je fais, mais je pense que tout de même, de manière plus générale, et pas que dans ce référentiel de ils ont perdu contre OKC, la question se pose. La question se pose de est-ce que vraiment en deuxième option d'équipe, entre guillemets, si t'as que Ja Morant en dehors de ça qui peut créer, est-ce que vraiment tu peux donner à ce point beaucoup de ballons en création à un Jaren Jackson qui a montré et qu'on sait qu'il ne peut pas tout le temps punir et tout le temps tirer profit d'une défense qui va se resserrer autour de lui? Parce que ça passe très bien en saison régulière, évidemment. Après, en playoff, le problème, c'est que tu affrontes que des bonnes équipes et des équipes de plus en plus fortes et donc des défenses aussi de plus en plus fortes. Et ça n'aurait pas été OKC, ça aurait été autre chose. Je pense qu'on peut reprendre aussi le match du play-in contre les Warriors. C'est exactement ça. Pour le coup, Draymond Green aussi. Bon, c'est à moitié une anomalie aussi en termes de physique, en termes de défense, etc. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que Jaren Jackson aurait pu, et il l'a fait en saison régulière d'ailleurs, un match en décembre, je crois, décembre ou janvier, je sais plus, mais il est arrivé très très bien. Et des matchs, il fait une masterclass face à Draymond Green en 1 contre 1 de, bah oui, ok, Draymond est Draymond, mais sauf que moi je suis quand même très costaud, très grand, très long. Je vais au panier, dans la zone des flotteurs, je mets mes petits tirs, et puis voilà, il avait fait un excellentissime match face à Draymond. Sauf que le play-in, qu'est-ce qui s'est passé? Le match du play-in, la défense des Warriors, elle s'est déployée collectivement et pas que en 1 contre 1. Et donc notamment, on a vu, alors, Jaren Jackson a fait 2-3 bonnes lectures. Le problème, c'était un peu que quand il y avait une prise de qui se déclenchait sur lui, il faisait la passe à Zakidi qui était sous le panier et Zakidi captait pas le ballon. Il n'arrivait pas à finir directement. Bon, il y a eu des problèmes. Mais voilà, il y a OKC, il y a cette série, il y a aussi le match-up face aux Warriors en play-in qu'on a vu. Et je pense que ça aurait été le cas pour pas mal d'équipes, pas mal de bonnes défenses. Je pense que les Wolves, ça aurait été pareil en un sens. Je pense que les Rockets aussi, ça aurait pu faire un truc relativement similaire. Voilà, aujourd'hui, les défenses, elles sont très compétentes. Enfin, les meilleures défenses sont très compétentes sur ce côté off-ball, sur ce côté la géométrie du terrain, un peu structurer le terrain, boucher l'espace ou alors faire des prises à deux. Donc, en un sens, je pense que légitimement, on peut se poser la question, et je dis ça en tant que peut-être le plus grand fan de Jaren Jackson qui existe, de est-ce que réellement, ça peut être est-ce qu'on peut s'en sortir avec juste 2 moteurs d'attaque et lui étant le deuxième? Je sais pas. Est-ce que potentiellement on pourrait pas, une meilleure structure d'équipe, ça pourrait pas être lui avec un volume non pas plus faible, mais avec un autre mec qui a un gros volume au-dessus de lui? Donc, entre guillemets, j'aime pas ces termes, mais un peu pour que vous modélisiez, qu'il n'y ait pas tant que ça besoin de sa création
pour gagner un match et que ce soit un peu la troisième option. Je déteste un peu ces termes, mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc je pense que cette série a mis en lumière ça et on verra ce qui va se passer. Et après, il y a la question aussi de Desmond Bane, évidemment, puisqu'on parle de ça. Bane qui a un joli contrat lui aussi, qui est un peu censé avoir ça, qui, là encore, qui a fait des progrès assez dingues cette saison. Desmond Bane, je trouve, notamment au niveau du drive. Autant l'an passé, c'était un peu passé sous les radars parce que ça avait tanké. Mais le passing, c'était très bien développé pour Desmond Bane la saison passée, quand ça tankait. Là, cette année, on a vu le drive. On a vu le premier pas. On a vu la capacité à punir des isolations, aller au panier sur drive, alors que de base, c'est plutôt un shooter quasi exclusif. Mais modulo cette amélioration, cette très bonne saison, est-ce que lui est de ce calibre d'un créateur chapeau 1 ou chapeau 2 ? Je sais pas. J'avoue que je suis plutôt côté non, et d'ailleurs, malgré ses progrès, voilà, c'est devenu un bien meilleur passeur, c'est devenu un bon driver. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut aller au panier malgré tout ? Est-ce que ça est un peu ce côté implacable ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire des lectures complexes ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va un peu être un manipulateur de défense sur pick and roll ? Je pense pas. Je pense pas qu'on soit à ce stade. Donc, on arrive un peu à ce truc où, en fait, on a 3 très bons joueurs d'attaque, Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson. Mais est-ce que chacun n'est pas relativement aux autres joueurs NBA un peu de leur chapeau, de leur zone, de leur calibre ? Est-ce qu'on n'est pas à chaque fois un peu sur la fourchette basse des chapeaux dans lesquels ils sont ? Et, du coup, on peut aussi enchaîner sur Ja Morant, je sais pas. Mais là encore, Ja Morant, par rapport à tout ce qu'on peut dire, le manque de spacing, le manque d'optimisation, etc. Il y a aussi ce côté très, très simple bon, c'est très cool, il y a une création de chaos qui est géniale. Après, en carrière, on est à quoi ? 4-5 ans de carrière, on n'a jamais un surplus d'efficacité qui est génial. Il y a encore 2-3 faiblesses dans le jeu. Le pull-up aussi, notamment. On a vu parfois OKC passer sous les écrans. Donc, il y a aussi ce côté où on dit, bon, juste un écran pour Ja Morant, créer un décalage, il a un premier pas explosif, etc. Ça peut aider à créer du chaos. Sauf que quand ça passe sous l'écran, c'est quand même plus compliqué. Donc, voilà, c'est très bête, vous allez peut-être me trouver un peu sévère, mais quand on prend un Ja Morant, qui est pour moi un calibre chapeau 1 en NBA, c'est un chapeau 1. Est-ce que si on le compare à, je sais pas moi, Luka Doncic, est-ce que si on le compare à Nikola Jokic, est-ce que si on le compare à d'autres chapeaux 1, c'est un chapeau 1, mais c'est plutôt la fourchette basse, vous voyez ? Pareil, c'est donc on fait avec Desmond Bane, qui est une un très bon joueur offensif, etc. Je pense qu'il est, je sais pas moi, top 25, top 30, top 35 NBA dans cette zone-là. Est-ce que si on le compare à d'autres un peu créateurs qui sont un peu secondaires en NBA, non pas des principaux, mais un peu des créateurs secondaires, est-ce qu'on n'est pas sur la fourchette basse dans cette catégorie-là ? Peut-être, mais en tout cas dans les faits, on a aussi ce truc d'ailleurs, je ne l'ai même pas précisé, mais qu'il n'a jamais eu un volume énorme, Desmond Bane. Donc peut-être est-ce que c'est une possibilité de plutôt essayer de forcer et redévelopper par rapport à ça ? Bref. Fermons cette parenthèse. Jaren Jackson, l'aspect drive, l'aspect passing qui est pas là, et donc sa place dans la rotation aussi. Pour résumer, je trouve que ça a été un peu mis en lumière ici, dans le play-in et en play-off. Le côté, bon, t'as un drive, t'as obtenu un drive, c'est cool, mais est-ce que c'est parfait ? Non, parce qu'il manque ce passing, et donc ce drive peut être plus facilement gêné que si c'était un mec qui avait les deux, qui avait drive et passing, où on pourrait pas autant peut-être le punir et le limiter, malheureusement. Donc voilà. Et maintenant, parlons un peu du futur. Même si j'ai un peu commencé à le faire, d'ailleurs j'ai empiété. Mais voilà, par rapport à cette hiérarchie offensive, c'est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport à Ja Morant. Alors, est-ce qu'on peut dire par exemple que le cas de Ja Morant est un peu un des dossiers de l'été ? Personnellement, je ne pense pas. Je sais qu'il y a eu un peu des rumeurs, il y a quelques temps, qu'il y a ces affaires un peu extra-sportives, mais quoique il me semble qu'elles ont été un peu réglées en termes de procès ou je sais pas quoi. Mais je pense pas qu'on ait un Ja Morant qui soit sur la sellette, à mon avis. Je pense pas que ça va être pour cet été du tout. Pour dire en termes de contrat, il est encore sous contrat jusqu'en 2028. Voilà, il est encore jeune, même encore très jeune. J'ai dit, c'est un chapeau 1, pas un des meilleurs chapeaux 1 de NBA, mais c'est un chapeau 1. Je pense que tu te sépares pas de ce mec-là pour rien. C'est un vrai bon créateur offensif qui, j'espère, peut encore s'améliorer avec une meilleure optimisation. Donc, voilà, premièrement, est-ce que Ja Morant va être échangé cet été ? Je miserais quand même plutôt sur non. Surtout d'ailleurs, enchaînant également, par rapport à la question du coach.
qui évidemment a été, on en a beaucoup parlé cette saison, en fin de saison. On avait expliqué pendant 20-25 minutes quand il avait été licencié. Que va-t-on faire avec le coach ? À mon avis, on est parti pour rester ainsi. C'est-à-dire que je pense qu'une des motivations de changer de coach à un mois des playoffs, ou même pas, de virer le Tyler Jenkins et d'embaucher, embaucher, de donner les rênes à son assistant, qui est Thomas Isao, si je le dis bien. J'espère que ça y est, enfin je le dis bien. Voilà, je pense qu'une des motivations, c'était aussi de le tester avant l'année prochaine. De dire de toute façon, Tyler Jenkins, on va pas continuer avec lui. Donc plutôt que juste de donner les rênes à Isao l'été prochain sans aucune expérience, on peut le tester au moins sur la fin de saison, qui commence un peu à avoir une expérience, qui commence à être dans ce rôle-là, etc. Donc voilà, je pense que, à mon avis, si je devais parier, je pense qu'on va continuer avec ce coach-là. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une recherche de nouveaux coachs sur le marché, quoi que ce soit, ou sauf si, je sais pas moi, il y a un coach d'élite qui d'un coup devient disponible et tu te dis pourquoi pas, mais non, je pense pas. Et donc je parle aussi de ça parce que, à mon sens, c'est un peu lié au dossier de Ja Morant. On a parlé, cette attaque sans écran qui a été un peu peut-être un des problèmes de la saison en termes de vestiaire et en termes de tactique peut-être. C'est sans doute une des motivations qui a fait qu'on a viré Jenkins et son assistant qui avait apporté cette attaque. Ok, donc je pense que tout ceci est un peu lié et que on a mis qui est un très jeune coach en plus, Isao. Alors c'est Isao ou l'Isao, je sais jamais. Bref, je m'excuse. Non, mais qui était quand même beaucoup plus axé pick and roll. Voilà. Son attaque au Paris Basket était décrite par certains un peu hipsters de tactique américains, un peu comme révolutionnaire. Moi, j'avoue, je n'ai pas suivi, donc je pouvais pas dire. Mais on entendait quand même beaucoup de choses très très bonnes par rapport à ça, même outre-Atlantique, pardon. Donc, je pense qu'il y a un aspect où c'est un jeune coach qui est plutôt axé pick and roll aussi. Donc, en fait, ceci est lié en ce sens où je m'attends plutôt à ce qu'on garde ainsi et Ja Morant et ce coach-là pour dire, allez, essayons un peu de cette manière. Paradoxalement, ça peut paraître bizarre parce que c'est quand même la star de l'effectif, mais essayons de le remettre un peu plus au centre du projet, ou en tout cas de lui redonner certains aspects qui auraient pu être cool. Même si, parenthèse d'ailleurs, je crois que quelqu'un l'a dit, là, un analyste tactique que j'aime bien, côté Memphis, qui a dit, mais c'est un peu bête parce que paradoxalement, l'attaque, la circle offense, l'attaque sans écran, c'était très cool. Et c'était fait pour justement battre des équipes de type OKC qui sont très bons pour surcharger le terrain, pour aller dans tous les sens. Justement, quand tu as une équipe qui est assez proactive et agressive sur sa rotation, qui dézone par rapport à tel ou tel shooter, l'intérêt d'avoir cette attaque sans écran, c'est que ça tourne partout, tout le temps, les mouvements de joueurs off-ball. Et donc c'était fait pour battre un peu ce type de défense, mais bref, fermons la parenthèse, puisqu'on n'a pas eu jamais vraiment ça. Mais voilà, je m'attends à ce qu'on garde le coach, qu'on garde Ja Morant et qu'on lui donne plus de pick and roll. Là, pour vous dire, c'était l'équipe qui faisait le moins de pick and roll en NBA cette saison. Alors, vous avez sans doute déjà entendu parler de cette stat, on en a déjà parlé sur Basket Lab. Mais c'est vrai que là où c'est un peu atypique, c'est que d'habitude, les équipes qui font très peu de pick and roll, on a deux exemples. C'est soit Denver, mais parce que Denver, c'est Nikola Jokic, donc c'est un joueur ô combien atypique. Voilà. L'autre exemple, en général, toujours qui est premier ou deuxième en termes de le moins de pick and roll possible en NBA, c'est les Warriors. Et là encore, Warriors, c'est particulier. C'est Stephen Curry, un modèle qui a encore jamais été répliqué lui aussi, qui est en plus dans une motion offense, donc pas tant que ça, à miser accès pick and roll frontal, etc., etc. Donc en un sens, c'est vrai que c'était un peu bizarre de retrouver Memphis dans cette catégorie. C'était le plan. C'était un plan un peu audacieux, qui je pense a pas si mal marché que ça. D'ailleurs, l'attaque était élite cette saison. Un peu dommage de pas l'avoir vu totalement optimisé, peut-être on peut dire. C'est-à-dire l'attaque sans écran, mais avec plein de bons shooters et de bons joueurs. Un peu dommage ça, mais voilà. Donc pourquoi pas revoir aussi plus de pick and roll l'an prochain. Je pense que c'est pour ça qu'on va garder un peu coach et Ja Morant. Et également, à quel point, au-delà de cet aspect pick and roll qui est le premier, à quel point la question du coach peut pas aussi entraîner un questionnement par rapport à l'identité de cette équipe. Au-delà même de écran versus sans écran, au-delà même de ça, il y a quand même un aspect sur lequel Memphis était particulier depuis l'arrivée de Jenkins. Taylor Jenkins, c'était une équipe qui jouait le fameux jeu des possessions. Alors, qu'est-ce que le jeu des possessions ? Je peux prendre 30 secondes pour le réexpliquer. Grosso modo, on va pas essayer de jouer que sur l'efficacité. On va pas essayer de dire, nous, on met nos tirs plus souvent que toi. Le basket reste un jeu de possession. Donc, grosso modo, tout le monde a à peu près le même nombre de possessions parce que dès que tu marques, la balle est rendue à l'adversaire. Donc, généralement, les meilleures équipes, les meilleures attaques, ça a toujours été c'est les attaques qui mettent le plus de points pour le même nombre de possessions. Voilà, ça c'est très classique. Pour ça que l'efficacité est hyper importante
à l'échelle d'une équipe ou d'un joueur. Après, c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on a des équipes qui tentent un peu ce jeu des possessions, donc notamment Houston, Memphis, depuis Jenkins, on avait Toronto avec Nick Nurse aussi. Voilà, c'est un peu un aspect de, on va essayer de jouer sur précisément ce nombre de possessions, de dire, on n'a pas 100 possessions l'un et 100 possessions l'autre, on va essayer un peu de gratter là-dessus, et sans forcément être nous les plus efficaces, mais de dire, on va peut-être être légèrement moins efficace que l'adversaire, ou légèrement moins productif que l'adversaire en termes de points générés pour 100 possessions, sauf que via des rebonds offensifs, on va s'offrir plus de cartouches, plus de tirs, plus de tentatives de tir, plus de possessions. Via aussi, nous en faisant peu de turnover, ou alors nous en créant beaucoup de turnover adverses, on peut jouer là-dessus et faire que, par exemple, même si on est un peu moins efficace pour le même nombre de possessions, si nous, on a 95 possessions et 95 tirs, et que l'adversaire n'en a que 75, mécaniquement, on va gagner. Bref, voilà un peu le résumé du jeu des possessions. C'est un peu jouer là-dessus, jouer un peu sur les marges et faire en sorte que, précisément, ce nombre de possessions jouées, ce nombre de tirs, soit pas que des marges. C'est un peu l'idée. Bref, mais j'en parle parce que Jenkins, c'était ça. Jenkins, c'était totalement ça. Memphis, sur la période où lui était là, était une équipe qui jouait largement là-dessus. Hein. D'ailleurs, pour ça qu'on a toujours eu des gros pivots à côté de Jaren Jackson. C'est pour la défense, mais pas que. Mais donc, il y a aussi l'aspect, disais-je, d'être élite au niveau du rebond. Steven Adams, qui d'ailleurs, aujourd'hui, fait pareil à côté Houston. Mais Steven Adams, à l'époque, à côté de Jaren Jackson. Ensuite, on a pris du Zach Edey. Voilà. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs un passage avec Jonas Valanciunas avant Adams, si je dis pas de bêtises. Mais grosso modo, depuis 2021, depuis qu'ils sont enfin compétents, enfin bons, ils sont 3e, 1er, 5e. L'an passé, tanking, on s'en fiche. Et de nouveau 3e cette année au niveau du pourcentage de rebonds offensifs. Donc ils ont clairement été tout le temps top 5 quand Memphis a été bon. On enlève un peu les années de tanking et de reconstruction, on va dire. Ils ont toujours été très bons, élite même, avec Taylor Jenkins. Or, je pose la question, va-t-on forcément avoir cette même identité l'an prochain ? C'est pas dit. Vraiment, c'est pas dit. On n'aura peut-être pas forcément... On a un nouveau coach, donc il va peut-être aussi avoir sa philosophie offensive, qui va peut-être passer d'ailleurs par beaucoup plus de shoot, beaucoup plus de mouvements off-ball, avec des cuts, ou ce genre de choses, beaucoup plus de pick and roll, ça on l'a dit, donc je pense qu'il va falloir surveiller ça, mais pourquoi pas aussi peut-être que pour optimiser ses pick and roll, ou peut-être aussi que d'un point de vue philosophique et stratégique, lui, c'est pas son truc, le jeu des possessions, vu que d'ailleurs, parenthèse, Memphis, là où ça gâche un peu le jeu des possessions cette année, c'est que d'habitude, ils étaient très bons rebond, et ils étaient aussi très bons pour pas faire de perte de balles. Donc ils étaient très bons sur le jeu des possessions. Ils prenaient des rebonds en plus, donc des possessions en plus au rebond, offensif, mais en plus ils perdaient eux peu de ballons. Donc c'était cool. Là cette année, on était un peu séparés en deux, où ils prenaient beaucoup de rebonds, mais ils commettaient aussi beaucoup de turnovers. Donc il y avait un peu un côté où tu grattais des possessions en plus au rebond, mais en même temps t'en perdais aussi de l'autre côté en perdant des ballons. Donc t'avais pas des tirs à la fin de ces possessions-là, évidemment. Donc voilà, il y avait un peu un clash de ce côté-là. Et oui, finalement, est-ce que vraiment le nouveau coach va vouloir perpétuer cette philosophie ? Pas forcément. Pas forcément. Et donc ça aura aussi peut-être des conséquences d'un point de vue line-up. Est-ce que nécessairement on va continuer avec Zach Edey titulaire, par exemple ? Parce que bon, c'est un choix du top 10, je pense qu'il a fait une très bonne saison, et notamment il a beaucoup aidé de ce point de vue-là. C'est pas, voilà, il y a un peu la caricature de il est pas mobile, ça on a vu que si, totalement, et la caricature de c'est juste un joueur de post-up à la fac, et il va pas pouvoir faire des post-up autant en NBA. Non, on a vu qu'il a aidé sur plein d'endroits différents, mais voilà, est-ce que forcément, si, imaginez, Isao, l'an prochain, il veut mettre en place une attaque de pick and roll, peut-être qu'il va vouloir avoir un bon spacing pour ses pick and roll. Et donc, peut-être que si non seulement lui, le jeu des possessions, il s'en fiche, et que en plus, de l'autre côté, il veut du spacing pour ses pick and roll, peut-être qu'il va jouer souvent avec des line-up où Jaren Jackson est le poste 5. Ou des line-up sans Zach Edey. Et Zach Edey va redevenir un backup. Etc. Donc, voilà, je pense que c'est pas anodin, ce changement de coach, parce que ce sera à surveiller quelle philosophie on va mettre en place. Je pense qu'ils vont travailler un peu, le coach et le front office travailler ensemble. Je pense que le front office, il y a aussi des mecs dans les mecs dans les bureaux qui réfléchissent, j'allais dire, mais voilà, clairement, le choix de Zach Edey, c'est dans cette philosophie-là. Donc, est-ce que tu es prêt à te déjuger à peine un an plus tard en mode bon, on a fait ce choix qui nous a coûté cher parce que c'est quand même un 9e pick de draft, hein, et finalement, on va basculer sur toute autre chose l'an prochain? Je ne sais pas, mais à mon avis, à surveiller. Donc, d'un point de vue projet et manière de jouer, c'est pas dit qu'on ait la même chose l'an prochain.
Je m'attends quand même à plus de pick and roll, je m'attends à plus de Ja Morant un peu avec écran, mais est-ce qu'on aura toujours les mêmes line-up? Je ne sais pas. Est-ce que Jaren Jackson va pouvoir un peu s'améliorer au niveau de passing? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même ce truc en carrière. Alors, c'est un peu paradoxal, hein, c'est un joueur extrêmement intelligent en défense, mais ça se transpose pas en attaque, bizarrement. Pas à côté de Jaren Jackson, donc bref. Donc voilà un peu pour l'été. Après, c'est vrai que par rapport à ça, il y a un problème que j'ai énoncé, je vous ai dit, c'est le nombre de bons joueurs. Le nombre de bons joueurs qui est quand même pas génial côté Memphis. En un sens, ça dépend comment est-ce qu'on voit le truc, parce qu'on peut aussi lister le fait qu'il y a plein de noms différents. Voilà, il y a les titulaires, il y a aussi Scottie Pippen qui est devenu génial cette année dans son rôle un peu de sortie de banc, et même plus que ça on a vu, mais bref, donc Scottie Pippen, Santi Aldama au niveau de la rotation intérieure, plus Jay Huff aussi qui a été la bonne surprise, plus Brandon Clark, plus J.J. Jackson, Vince Williams, même John Conchar qui peut faire des choses, on l'a vu. En un sens on peut se dire il y en a plein des bons joueurs, où il y a même plein de joueurs un peu gadgets on peut dire, qui chacun peut avoir un petit rôle. Après, on se heurte aussi à la réalité des playoffs où les rotations se resserrent et que c'est peut-être parfois plus utile d'avoir 7-8 noms et de très bons acabis, plus que avoir 12 mecs qui peuvent jouer. Mais en fait, sur les 12, t'en as peut-être 6 qui, tu te dis, ah ouais, mais c'est quand même, ils sont pas parfaits, quoi. Ils sont un peu trop monotaches ou il y a un peu trop un compromis soit en attaque, soit en défense. Donc voilà, c'est peut-être une des leçons. Et c'est vrai que là-dessus, moi, il y a un truc que j'ai un peu envie de défendre en Memphis. Je les vois souvent un peu attaqués en mode ils font n'importe quoi sur la draft, notamment. Là-dessus, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un échec qui a été un peu retentissant parce qu'en plus, je crois qu'ils avaient dépensé pas mal d'assets pour l'acquérir, deux ou trois choix de draft. Ils se sont plantés sur Zaire Williams, qui était top 10 en 2021. Top 10 et je crois, je vais aller vérifier, mais ils avaient échangé 2 ou 3 picks pour monter en 10e place et l'obtenir. Ouais, voilà, c'est ça à peu près. Ok, ça c'est un échec. C'est un mec qui est top 10. Bon, ça d'accord. Après, du reste, je trouve que Memphis, au contraire, ça draft plutôt très bien. Il y a pas que des réussites non plus, mais il y a quand même pas mal de réussites. Si on prend depuis le début, bon, Jaren Jackson, il leur tombe un peu entre les bras. C'est le deuxième meilleur prospect de la QV en 2018. Il leur tombe entre les bras, bon, tant mieux. Mais après, bon, Ja Morant aussi, évidemment. Mais non, mais Desmond Bane, ils l'ont pris 30e, je crois, un truc comme ça. Ils en font un truc génial. Bon, je ne vais même pas vous faire l'offense de d'énumérer tous les noms. Mais voilà, même ne serait-ce que les récents, les Vince Williams ou J.J. Jackson, ok, c'est pas parfait. Mais pour des mecs draftés au deuxième tour, c'est des joueurs NBA. Peut-être pas de playoff, et peut-être pas de niveau, je peux jouer 20 minutes contre OKC, équipe historique, mais c'est des bons joueurs. Même parmi des mecs qu'ils ont ensuite rééchangé, Jake LaRavia, qui a explosé cette saison, qui est devenu un vrai joueur de rotation cette saison avant d'être échangé. Voilà, c'est de la draft. Je trouve qu'on est un peu parfois sévère avec Memphis, où certes il y a eu 1 ou 2 échecs, retentissants, je ne sais pas, mais il y a des échecs. Par contre, non, c'est un peu injuste de dire qu'ils sont pas bons en draft. Par contre, ce qui est vrai, c'est pas la draft en elle-même. C'est le fait qu'on compte sur la draft pour pallier au manque et au départ de role-players et de vétérans affirmés et confirmés. C'est ça le problème. C'est pas... Parce que la draft en soi, leurs drafts sont pas si mauvaises que ça, hein. Même encore, hein, d'aller relancer ou choper un peu de nulle part un Scottie Pippen Jr. ou des trucs comme ça, c'est quand même pas mal du tout. En développement de joueurs, ils sont très bons. En draft, ils sont très bons. Alors oui, il y a des 2-3 échecs, mais vous voyez, même un David Roddy, qui joue plus du tout depuis qu'il a quitté Memphis, mais il jouait à Memphis. C'était un joueur de rotation dans une équipe de playoff. Il jouait David Roddy. Il n'y a pas tant que ça d'échecs retentissants. Le problème, c'est que c'est pas David Roddy. Le problème, c'est pas que David Roddy, drafté en fin du premier tour, soit pas devenu un All-Star sur l'aile qui te manquait. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que t'as laissé partir des mecs et que tu comptes surtout, et chaque année, tu comptes de plus en plus sur des jeunes joueurs draftés pour les remplacer. Pour moi, le problème est là. Parce que, pour le coup, David Roddy, 23e pick en 2000, combien 21, 22, je sais plus. Ce qu'il a réussi à faire à Memphis, c'était tout à fait honorable. Et encore, on peut... Aldama, pareil. Brandon Clark, d'ailleurs aussi, pareil, même plus que pareil. Aldama et Clark, c'est quand même de sacrées réussites également en termes de draft, et de mecs draftés plus bas. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de compter, de laisser partir au fur et à mesure des années, par rapport à l'équipe de 2022, Dylan Brooks, Kyle Anderson, D'Anthony Melton, Steven Adams aussi, du coup, de laisser partir tout ça et de se dire, oui, mais en fait, il y a des jeunes qu'on a draftés, qu'on vient de drafter même, qui sont pas encore, même pas encore NBA ou pas encore affirmés en NBA, qui vont les remplacer.
Pour moi, c'est ça le problème. C'est pas la qualité du front office de draft, parce que je vais même dire, pour moi, c'est un des meilleurs. C'est un des plus compétents en termes et de draft parmi les joueurs un peu obscurs et de développement de ces jeunes joueurs. Le problème, en fait, c'est à l'étage au-dessus. C'est non pas le front office, mais les propriétaires, ou je sais pas exactement, mais qui sont un peu en mode non, mais on faut pas trop dépenser. Et c'est peut-être là-dessus, c'est un point central, on n'en discute pas assez, mais si vous savez comment marche en NBA, il y a ce qu'on appelle un salary cap, un budget salarial commun à tout le monde. Voilà, on peut pas dépenser sans compter, évidemment, ça vous le savez. Et puis il y a aussi des nuances, comme quoi il y a ce qu'on appelle les bird rights, donc à l'époque, la règle a été inventée pour Larry Bird, mais grosso modo, tu peux dépasser le salary cap pour prolonger ton propre joueur, qui a X années d'ancienneté, ou alors un joueur que tu as drafté, encore mieux. Et donc c'est vrai que en général, comment se bâtissent un peu les équipes qui reconstruisent, je veux dire, et on peut prendre l'exemple d'OKC, tu as des jeunes, ok, tu blindes un peu avec des free agents, voilà, comme ça, tout le cap que tu as, tout le salary cap que tu as, tu le mets sur des free agents, et une fois que tu as ces free agents, à ce moment-là, tu prolonges tes jeunes en dépassant le cap. Alors que tu n'aurais pas pu faire l'inverse. Tu n'aurais pas pu d'abord prolonger tes jeunes et aller signer des vétérans ou des role-players ailleurs, parce que tu n'as pas le droit de dépasser le cap pour signer un nouveau free agent. Alors que tu peux dépasser le cap en signant tes propres joueurs, en prolongeant tes propres joueurs, qui est une facilité qui a été instaurée pour empêcher que les équipes éclatent et que les équipes puissent pas garder leurs joueurs. Et je pense qu'il y a un tournant qui a été manqué à l'époque en 2022, c'est que, alors pour des raisons financières, évidemment, de pas vouloir justement dépasser le cap, parce que plus tu dépasses le cap, théoriquement tu as le droit, mais plus tu le fais, plus il y a ce qu'on appelle la luxury tax, et tu es taxé pour chaque dollar en plus. Donc techniquement tu peux dépasser, mais plus tu dépasses, plus tu es imposé là-dessus. Et donc au final, il y a aussi l'argent réel, pas l'argent de construction d'équipe et de salary cap. Il y a l'argent réel que doit sortir le propriétaire en mode ah oui, d'accord. Moi, si on dépasse le cap pour payer lui 10 millions, moi, en termes d'imposition et de taxes, ça va me revenir à 40 millions. Je caricature, mais c'est un peu l'idée. Et je pense que le tournant a été loupé parce qu'on a laissé partir, encore une fois, on a Dylan Brooks, Anderson, Melton en 2022 ou plus tard, à l'époque où les jeunes étaient encore en contrat rookie. À l'époque où Ja Morant, draft 2019, était en contrat rookie. À l'époque où Jaren Jackson, draft 2018, était en contrat rookie. À l'époque où Desmond Bane, draft 2020, je crois, était encore en contrat rookie. Et en fait, ils ont loupé le coche. Parce que peut-être que le truc à faire, qu'ils auraient dû faire, c'était de soit prolonger ces vétérans, soit même d'en signer d'autres, ou d'en signer d'autres à la place. Et ce qu'ils ont fait, c'est que petit à petit, en fait, ils ont juste laissé partir ces vétérans avec donc des contrats un peu plus élevés et remplacé chaque année par des jeunes draftés qui sportivement n'étaient pas encore établis et qui contractuellement, ils ont des petits salaires. Les salaires de rookies sont structurés. Voilà, tout ça est réglementé, c'est fait exprès. Mais clairement, il y a peut-être un tournant qui a été loupé parce que est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure équipe aujourd'hui si ils s'étaient un peu blindés en mode on prend des role-players, on prolonge nos role-players et ensuite on dépasse le cap avec les jeunes? Peut-être. Et en un sens, c'est un tournant qui a été loupé et une opportunité qui n'a pas été saisie. Mais j'en parle parce que, premièrement, voilà, niveau draft, c'est pas si mal que ça. Le problème, c'est pas la draft en elle-même, c'est pas la qualité de draft ou de développement de joueurs derrière. C'est le fait que ça soit un peu trop mis en avant et qu'on dépende trop de ça, plus que de vrais bons joueurs établis, free agent, vétérans. Et puis deuxièmement, c'est que ça révèle aussi pas mal de choses par rapport aux propriétaires. Et c'est vrai qu'encore une fois, nous on parle toujours en sportif, mais il faut aussi avoir conscience et connaître les propriétaires et en fait les patterns, les schémas, les habitudes de chaque franchise. En l'occurrence, avec Memphis, on est sur une équipe qui financièrement n'aime pas dépenser. Voilà. Autant tu as des Clippers, autant tu as des Warriors, autant tu as des Boston actuellement qui, voilà, on a 100 millions, on dépasse de 100 millions le budget salarial, mais c'est pas grave, allez, on paye en taxes, on paye des millions en taxes, il n'y a pas de problème. Autant il y en a, ils veulent pas. Ils veulent pas, donc le tournant de 2022 a été loupé à cause de ça, et j'en parle, et je le rappelle, non pas pour le plaisir de raconter des histoires, c'est juste parce que ça s'est réappliqué cette année, en 2025, et ça va peut-être se réappliquer l'été prochain. Enfin, il y a eu la trade deadline, il y aura aussi l'été prochain, et même le futur encore après. Mais voilà, à la trade deadline, on a laissé partir Marcus Smart. Bon, contre Bagley, mais parce que Bagley, on va pouvoir le couper cet été. Et c'était un move financier. Mais clairement, il n'y a aucune raison de se séparer d'un joueur comme Marcus Smart, qui n'est pas parfait, en playoff, qui n'est pas parfait, qui n'était pas en grande forme et qui avait des blessures, etc. Mais c'est un move purement financier de se séparer de Marcus Smart. C'est un move aussi purement financier de se séparer de Jack LaRavia,
de l'envoyer à Sacramento, alors que tu aurais pu juste le garder. C'était aussi un mot financier par rapport à Jake LaRavia. Voilà, tu as quand même perdu 2 vrais joueurs de rotation qui étaient bons en février, qui n'ont pas été remplacés. Et donc, vous voyez qu'on retombe sur la problématique qu'on a évoquée déjà de finalement, il était un peu court niveau rotation, quoi. Numériquement, il n'y avait pas assez de bons joueurs. Et pourquoi ? Parce que tu n'avais pas Marcus Smart et que tu n'avais pas Jake LaRavia, notamment. Pas que, mais notamment. Et donc, pour l'été prochain, on peut aussi se poser la question de à quel point est-ce qu'on va être agressif ou pas côté Memphis pour essayer de combler les manques. Je vais pas en reparler, mais j'ai déjà parlé de quid au-delà de l'identité de jeu, mais de cette hiérarchie offensive. Est-ce qu'on peut rester comme ça ? Est-ce qu'on peut se permettre de rester comme ça au cas où on n'ait pas de progrès un peu spectaculaire qui sort de nulle part niveau Desmond Bane ou niveau Jaren Jackson? Est-ce qu'on peut se permettre de rester avec ce type de hiérarchie offensive en termes de création en vue des playoffs, et pas pour la saison régulière, mais en vue des playoffs et les plus hautes marches de playoffs? Est-ce que c'est assez en termes de création ou pas? Je ne sais pas. Et puis à quel point donc on peut être agressif ou pas, à quel point on peut renforcer l'équipe. C'est vrai que par exemple pour l'an prochain, ils sont déjà à 137 millions de salaire. 137 millions, et le salary cap projeté pour l'an prochain, sachant qu'il y aura un peu une hausse grâce au nouveau droit télé de 10%, je crois, la hausse a été un peu étalée, ça va pas être tout d'un coup. Et donc le projeté, d'après Cleaning the Glass, est à 154 millions. Donc ils n'ont pas non plus des tonnes d'argent de marge de manœuvre, de salary cap, de cap space, d'espace de cap, on va dire. Donc 137 est projeté à 154, mais sauf que il y a aussi ce qu'on appelle 53 millions de cap hold. Alors, le cap hold, qu'est-ce que c'est ? Ici, on expliquait très simplement, et on va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, le cap hold, H-O-L-D, c'est une somme bloquée. Et ça, c'est une somme qui est pour l'instant bloquée dans ton budget salarial sur des joueurs qui sont dans ton effectif et pas encore prolongés. Et grosso modo, ça te sert précisément à t'empêcher de faire complètement n'importe quoi. Je vous dis ce qui est bien avec les bird rights, les joueurs que tu as en ta possession et dont tu détiens les droits, tu peux prolonger le cap tu peux dépasser le cap pour les prolonger, c'est bien, mais le temps que tu le fasses, il y a quand même ce cap hold. Donc tu peux pas non plus te dire alors je signe des tonnes de free agent et puis parce que j'ai tant d'espace, et puis à la fin, une fois que j'ai tout blindé, je prolonge mon mec, et voilà. Alors il y a quand même 2-3 limitations, et donc il y a un peu ce côté où pour empêcher de faire totalement n'importe quoi, par exemple, prenons un exemple très concret, prenons Luke Kennard, par exemple, qui est en fin de contrat, il a actuellement 17 millions de cap hold, c'est-à-dire qu'il appartient à Memphis, il est en fin de contrat, et tant qu'il n'aura pas été soit prolongé, soit coupé, il y a cette somme qui est plus ou moins bloquée. Voilà, pour éviter que les équipes fassent complètement n'importe quoi. Et en fait, c'est aussi pour poser un dilemme, pour dire, soit tu le prolonges et puis le cap hold s'en va, soit sinon, tu renonces à ses droits, et là, la somme disparaît. Mais sauf que, si tu renonces à ses droits, ensuite, tu pourras pas le signer en dépassant le cap. C'est tout l'intérêt des droits, des bird rights. Donc bref, voilà, c'est un peu compliqué. Je vais vous donner un autre exemple, un exemple assez encore plus parlant. Si on prend le cas de Brooklyn, qui est le cas le plus extrême là-dedans cette année, l'an prochain, ils ont un salaire projeté de 63 millions à peine. À peine 63 millions, on a dit le cap était à 154, donc ils ont quasiment 90 millions presque 100 millions, de space. Tu te dis, ah ouais, ils pourraient signer plein de monde, sauf qu'en fait, ils ont plein de gens qui sont en fin de contrat. D'Angelo Russell, d'Anthony Melton, Zaire Williams, Cameron Thomas, Day'Ron Sharpe, Trendon Watford, etc. Donc c'est que des mecs où, en fait, il y a un cap hold. Donc pour l'instant, ils n'ont pas vraiment, littéralement, 100 millions d'espace. Ils peuvent en avoir beaucoup d'espace, mais pour ça, il faut que soit ils renoncent au droit, et là, ils auront l'espace, soit qu'ils les prolongent les mecs, et ensuite, ils pourront le cap hold va sauter. Bref, on s'en fiche un peu de ça, mais grosso modo, pour vous dire, Memphis n'a pas tant que ça d'espace que ça. Voilà, si vous devez retenir qu'un seul truc, c'est que Memphis n'a pas non plus des tonnes d'espace pour l'été prochain pour signer des mecs. Parce qu'ils ont en tout 53 millions de cap hold. C'est-à-dire, ils ont des joueurs en fin de contrat. Le cap hold est calculé, c'est quoi, 120, 130%, je crois, du salaire d'avant. Bref, il y a une somme qui, pour l'instant, est bloquée en mode si tu le prolonges, enfin, tant que tu l'as pas prolongé, il y a cette somme qui est bloquée. Donc, on a 3 cas, surtout. On a Marvin Bagley. Marvin Bagley est à quasiment 24 millions de cap hold. Donc, il y a 24 millions pour l'instant qui sont bloqués dans le salary cap de l'an prochain, tant qu'il n'aura pas été soit prolongé, soit coupé ou on renonce à ses droits. Lui, clairement, je pense qu'on va renoncer à ses droits, et donc,
Voilà, cette somme va partir. Après, il y a 2 cas plus compliqués. Il y a les cas de Luke Kennard, on a dit qu'il y a 17,5 millions. Ok. Et après, il y a Santi Aldama. Et Santi Aldama, en plus, il est restricted free agent, il arrive en fin de contrat rookie, donc tu peux le prolonger. Et le truc avec Aldama, c'est qu'il a un cap hold qui est pas si élevé que ça. Pourquoi ? Parce que il sort d'un contrat rookie. Donc, contrat rookie veut dire petit contrat, donc le cap hold est pas si grand que ça. Bref, pour l'instant, il a 12 millions de cap hold. Pour l'instant, il y a 12 millions qui sont, entre guillemets, dans l'idée, qui sont un peu gelés dans le budget salarial de l'an prochain. Tant que tu l'as pas soit prolongé, soit qu'il n'a pas signé un autre contrat ailleurs, soit renoncer à ses droits. Moi, je pense que tu as tout intérêt à le prolonger. Tu n'as pas envie de le perdre pour rien, contre rien. Mais sauf que voilà, quand tu l'auras prolongé, le cap hold va sauter, sauf que il y aura une somme. Il y aura même une somme qui, à mon avis, va être plus élevée que 12 millions. Donc voilà, Santi Aldama, tu as les droits. Tu pourras t'aligner sur n'importe quelle offre qui va recevoir. Mais ça va coûter de l'argent, évidemment. Il était que à 4 millions cette année. Rendez-vous compte, c'était extrêmement rentable. C'est un contrat rookie. L'an prochain, s'il est à 15, s'il est à 16, s'il est à 18 ou 20, bon, c'est une sacrée somme. Donc voilà, je veux dire, ça va pas donner tant d'espace que ça pour la free agency. Et après, il y a Luke Kennard. Luke Kennard, donc on a dit 17 millions de cap hold. Peut-être que lui, on va renoncer à ses droits. Peut-être, mais en même temps, Kennard est encore à ce point pression en fait pour Memphis parce que c'est un des seuls vrais bons shooters d'élite. Alors, il se fait aussi cibler de l'autre côté du terrain et c'est un peu un problème. Mais voilà, qu'est-ce que ferait Memphis sans le shoot de Kennard ? Déjà, on pensait que l'an dernier, ils le laisseraient partir. Ils l'ont pas fait. Là, j'avoue que bon, je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont opérer, mais vous voyez, ne serait-ce que là-dessus, on a dit 136 millions actuellement, presque 137 de budget pour l'an prochain. Imaginons que tu renonces à Bagley, tu renonces à Kennard et que tu prolonges Aldama. Bon, voilà, t'auras pas non plus les tonnes d'espace, quoi, pour le coup. Donc voilà, c'est un peu un problème et on en vient aussi à, en fait, on retrouve ce côté, quelles sont les velléités des dirigeants et des propriétaires par rapport à payer la taxe ou pas. Je pense que le cas de Marcus Smart nous a bien montré que non, pas tant que ça, on veut pas. Et là où c'est dommage, c'est que encore une fois, il y a tous ces mécanismes de construction d'équipe qui sont un peu particuliers, non pas maîtriser, mais qu'il faut un peu comprendre au moins qu'il y a un budget salarial, mais qui n'est pas un hard cap, qui n'est pas un budget que tu n'as pas le droit de dépasser du tout. Il y a des manières de le dépasser. Il y a des manières. En prolongeant tes propres joueurs, par exemple. Et en effet, tu as le droit d'avoir une masse salariale au-delà de ce qu'on peut appeler la limite du salary cap, pour le coup. Et d'ailleurs, en fait, quasiment tout le monde est au-dessus de cette limite. Mais c'est précisément ça, le point principal, c'est que tout le monde, en tout cas toutes les très bonnes équipes, sont au-delà de la limite du salary cap. Vous savez, il y a même on a même mis en place du coup le premier apron, le second apron, qui sont encore deux limites en plus au-dessus du salary cap. Et plus tu dépasses, plus tu es puni. Mais il n'empêche que les gens sont là-dedans. Vous prenez Boston, ils sont totalement là-dedans. Et comment est-ce qu'on fait pour y arriver ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir à ce point beaucoup de joueurs et pour avoir à ce point beaucoup de salaires ? En fait, il y a une notion de rétention de valeur qui, pour moi, est primordiale en NBA. C'est-à-dire que Boston, ok, ils ont dépassé en prolongeant Tatum ou Brown ou je sais pas qui, mais en fait, ils sont largement au-dessus du salary cap. Et je pense qu'ils vont le rester. Alors peut-être pas à long terme, mais ils vont le rester. Et c'est pour ça que, en fait, au final, entre guillemets, Boston opère avec une beaucoup plus grande masse salariale que d'autres équipes. Parce que Boston, à force d'avoir fait des échanges, prolongé tel joueur, etc., certes, ils ont dépassé de beaucoup, mais ça veut dire que concrètement, ils opèrent avec, je sais pas moi, j'ai pas la somme exactement devant les yeux, mais c'est quoi ? C'est 190 millions de masse salariale réelle. Et forcément, avec 180 millions, tu peux t'offrir plus de joueurs. Ouais, c'est ça, 193 pour cette année. Avec 193 millions dans ton salary cap, tu peux t'offrir plus de joueurs et de bons joueurs qui ont des plus gros salaires que quand tu opères avec 130, évidemment. Mais le problème, c'est que tu peux pas dépasser comme tu veux. Et surtout, une fois que tu as dépassé, il faut savoir y rester. Et donc, c'est là-dessus où cette notion de rétention de valeur est importante. Une fois que tu es au-dessus du cap, bon, tu vas être taxé en termes de vrais dollars. Tu vas payer des taxes, des amendes, tout ce que tu veux, d'accord ? Si tu y restes trop longtemps, tu vas perdre un choix de draft, etc. Mais en fait, une fois que tu es au-dessus du cap, il faut savoir le rester. Or, pour moi, le cas de Marcus Smart, c'est précisément un non-sens en termes de rétention de valeur. Parce que en fait, tu l'as échangé contre un Bagley que tu ne vas pas garder, qui t'a pas aidé court terme, mais que tu l'as surtout échangé pour pouvoir obtenir en échange un Bagley que tu vas couper et rester au niveau du salary cap ou pas loin, pour ne pas
payer la taxe. Alors qu'en fait, c'est là où c'est frustrant. C'est que, bon, si vous voulez, je peux vous faire un peu le détail. Ja Morant, il est à combien ? J'ai perdu la page. Où est-elle ? Hop, Ja Morant, il est à 39 millions l'an prochain. Bon, classique pour une star. Desmond Bane a signé un gros contrat, il sera à 36, 37 l'an prochain. C'est pas scandaleux. Et en plus, t'as cette anomalie où Jaren Jackson est payé 23 millions à peine l'an prochain. C'est un des meilleurs contrats de NBA, hein, je pense clairement. En termes de rentabilité, c'est fabuleux. Mais ok, après, t'as Clark qui est à 12 millions. Bon. Conchar qui est à 6 millions. Zach Edey, contrat rookie, pour l'instant, qui est à 6 millions. Vince Williams, Jay Huff, Scottie Pippen, J.J. Jackson, enfin que des petits contrats. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en fait, il aurait fallu être au-dessus du cap et y rester. Et échanger un tel contrat avec un autre gros contrat. Et d'ailleurs, regarde ce que font un peu Boston. Boston, ils vivent au-dessus de leurs moyens, mais ça leur permet d'avoir plein de bons joueurs. Et je pense qu'à terme, si ce n'est l'été prochain, peut-être l'été d'après ou en février prochain, un mec comme Jrue Holiday, qui est au-dessus des 30 millions, il va être, on va le flip, quoi. On va le rééchanger contre autre chose. En fait, on va pas laisser le contrat se finir, arriver à terme et perdre la valeur. C'est un peu cette idée. C'est en ça que je parle de rétention de valeur. Il y a un peu ce truc où, avant que le contrat ne se finisse et que la valeur sportive ou même salariale se finisse, tu le rééchanges contre quelqu'un qui est encore sous contrat. Le meilleur exemple, c'est l'an dernier, Terry Rozier et Kyle Lowry. Kyle Lowry qui était en fin de contrat, hop, on l'échange contre Rozier parce qu'il a plus d'années de contrat. Et donc, ça nous permet de garder un contrat plus long et de rester au-dessus de... Enfin voilà, d'avoir un contrat à rééchanger par la suite. Alors que sinon, 3 mois plus tard, Kyle Lowry, il partait et c'était fini. T'avais tout perdu. Parce que, faut dire ça aussi, imaginons Boston laisse partir un Jrue Holiday. Alors je dis n'importe quoi parce que c'est pas vrai, hein, mais imaginons Boston, si Jrue Holiday était en fin de contrat là cet été, c'est pas le cas, mais imaginons, ok, tu dis bon, ben, on l'échange pas, c'est 30 millions, ça s'évapore, cool, on redescend de 30 millions. Oui, mais tu peux pas signer quelqu'un à la place. Tu peux pas, parce que même sans le contrat de Jrue Holiday, t'es au-dessus du salary cap. Donc en fait, juste tu redescends en termes de taxes, mais ça te permet pas de signer quelqu'un d'autre. Donc, c'est en ce sens que la notion de rétention de valeur est énorme. Et c'est en ce sens où c'est exactement l'inverse de ce que fait Memphis. Memphis qui, les bons joueurs, les gros contrats, les contrats de taille moyenne, les échange contre du contrat finissant, en fait. Hein. Alors, j'ai plus exactement en tête qu'est-ce qui s'était passé pour chaque cas particulier. Alors, non, je crois que Dylan Brooks, c'était une free agency. Anderson aussi, je crois. Mais voilà, même là-dessus, des free agents, ils auraient pu s'aligner et garder ces free agents à l'époque, et ils l'ont pas fait. Et donc au final, on a une équipe qui végète, qui reste autour de ce côté, autour du budget salarial, autour de la somme fixée, sans trop dépasser pour pas payer de taxes, mais qui du coup se permet pas de garder ces mecs, les prolonger, quitte à ensuite les rééchanger contre d'autres mecs à salaire équivalent, mais plus intéressants pour telle ou telle raison, telle ou telle caractéristique, etc., etc. Ça on fait pas côté Memphis. Donc, il y a un peu ce côté où, si tu fais pas ça, en fait, tu vas rester avec une force de frappe plus limitée, quoi. Et donc, finalement, c'est quoi le futur ? Est-ce que, alors, chaque année, il y a un peu des exceptions. Alors, je sais pas exactement, peut-être ils auront cette année une exception, genre à 10-12 millions pour signer je crois que c'est la biannuelle exception ou des trucs comme ça, mais c'est quoi la marge de progression de cette équipe, vu déjà le fait qu'il y a 3 gros contrats, ou en tout cas 2,5 ? Comment on fait, quoi ? Comment on fait ? Est-ce qu'on re-signe Aldama, sachant qu'il va peut-être demander un plutôt gros chèque, hein, je pense entre 15 et 20 millions, et ça serait pas choquant. Je vois pas la marge de manœuvre. Alors que si on avait gardé un Marcus Smart, qui aurait toujours été sous contrat l'été prochain et l'an prochain, peut-être que Marcus Smart, on aurait pu le rééchanger, alors soit le refaire jouer, soit sinon le rééchanger contre un autre mec à 20 millions pour l'an prochain, et tu aurais eu un mec à 20 millions. Là, tu vas laisser le contrat de Bagley est fini. Tu vas le couper ou renoncer à ses droits, et la valeur s'évapore. Tu ne l'as pas retenu, la valeur s'évapore. Vous voyez ? Un peu le côté Memphis qui aurait gardé Smart, aurait eu un joueur en plus et un contrat en plus. Là, c'est pas le cas. Donc, tout ceci est un peu frustrant, hein, pour le coup. Mais bref, on va pas en faire plus sur salary cap, c'est pas non plus intéressant à ce point. Tout ça pour dire que je vois pas une marge de manœuvre si grande que ça pour l'été prochain. Alors peut-être, il y a des contrats de taille moyenne, genre Clark. Est-ce qu'il faudrait pas échanger un Brandon Clark qui est à 12 millions peut-être, mais Clark plus un Conchar qui est à 6 millions aussi. Est-ce que ça fait un petit package ? Tiens, d'ailleurs, Aldama, est-ce qu'on pourrait pas aussi organiser un sign and trade ? C'est-à-dire, il signe un free agency quelque part, mais en fait, c'est à moitié un échange, et on reçoit un truc en échange, sign and trade. Bref, mais il n'y a pas tant que ça de marge de manœuvre, et
je sais pas à quel point... alors, Butler voulait pas venir. Ça, c'est un peu un problème. Mais à quel point c'est aussi Memphis qui a pas trop osé le faire, parce que ça s'est vu. À l'époque, Kawhi voulait pas aller à Toronto. Toronto a quand même fait le trade, et je pense qu'ils s'en mordent pas les doigts, quoi. Donc je sais pas à quel point Memphis a vraiment été agressif pour le coup là-dessus. Je sais pas à quel point c'était des raisons sportives, vestiaires ou alors justement financières. Mais Memphis était en position de faire un trade pour Butler avec les 20 millions de Smart, avec plus les 13 de Clark, plus Conchar, etc. Ils pouvaient. Ils l'ont pas fait. À quel point est-ce une erreur? À quel point c'est pas un autre virage qui a été loupé? Peut-être. Mais c'est vrai que là, en l'état, on se demande un peu comment est-ce qu'on peut arriver à combler toutes les brèches de cet effectif. Est-ce qu'encore une fois, on compte sur, je sais pas moi, sur un Scottie Pippen pour qu'il explose encore plus, tout en étant payé un peu de... Il est quoi? Il a encore à 2 millions l'année sur encore 3 ans. C'est une aubaine assez incroyable. Jalen Wells aussi, qui a un contrat rookie, qui est un vrai titulaire, qui va être payé 2 millions à peine l'an prochain et encore sur 3 ans. Ok, c'est génial. Mais est-ce que vraiment on peut s'attendre, pour que l'équipe passe en step, à ce que Wells ou J.J. Jackson ou Vince Williams fassent un step-up énorme? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Zach Edey fasse un step-up énorme et un jour atteigne le niveau, je sais pas moi, All-Star ou l'NBA? Ça paraît pas probable à court terme, en tout cas. Donc l'un dans l'autre, voilà, je vais pas me répéter, mais les velléités des propriétaires de pas vouloir payer la taxe font que on peut pas jouer sur le toujours plus de salaire, rétention de valeur, rééchanger, etc. Et plutôt que d'avoir gardé Dillon Brooks, de s'être aligné pour le garder, d'avoir gardé Anderson, d'avoir gardé Melton, ou de pas avoir échangé, je crois que c'est un trade Melton à l'époque, de pas avoir échangé, de garder Smart, on a laissé partir tout ça, pas de rétention de valeur, on laisse s'échapper tout ça, et on se retrouve aujourd'hui avec « Ah mince, on est bloqué !» On est bloqué, hein, on a donné nos contrats à nos jeunes, hein, ça y est, ils sont plus en contrat rookie, nos jeunes stars, ils sont en gros contrat, et mince, il n'y a plus assez d'argent pour le reste. C'est un peu frustrant. Alors que l'autre modèle, OKC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé 30 millions à Hartenstein, ils ont donné un salaire. Il y avait déjà SGA, il y avait déjà Lou Dort aussi, qui avait un joli salaire, mais ils ont aussi prolongé Caruso, 20 millions. Voilà, ils ont fait des moves comme ça, et ensuite, ils vont pouvoir prolonger Chet Holmgren, Jalen Williams, pour largement dépasser le cap. Mais voilà, OKC, c'est la bonne gestion. OKC, c'est la bonne manière de faire. Boston, c'est la bonne manière de faire. Enfin, bonne. Il y a quand même des taxes à la fin pour le propriétaire, mais vous voyez un peu lié. Memphis, pour moi, on a totalement loupé ça, parce que plutôt que jouer sur cette rétention de valeur, on a laissé s'échapper petit à petit la valeur, elle est partie. Et donc aujourd'hui, où, comparé à 2022, tes mecs sont non pas en contrat rookie, mais en contrat 20 ou 30 ou 40 millions, bah tu te dis, mince, ça suffit pas, et on peut pas, à moins qu'on ait encore des rookies, qu'on drafte des rookies qui deviennent très bons, qui soient géniaux, et à moins d'un scénario comme ça, je vois pas de solution pour largement améliorer l'équipe. Donc voilà un peu pour le volet de l'été prochain. On verra comment tout ça se passe pour de vrai, mais je voulais un peu en dire deux mots. Voilà pour cette série. On a parlé un peu tactiquement, on a un peu tout mélangé, la tactique, le projet identité de l'équipe via le nouveau coach, comment tout ça peut se mélanger, plus les retombées en termes de construction d'équipe, de salary cap, etc. Tout ceci va ensemble, il n'y a pas l'un sans l'autre, évidemment. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et de voir ce que feront les Memphis Grizzlies l'été prochain, l'été 2025. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour Memphis, que je vais pas répéter, mais moi je les ai beaucoup aimés cette année. Je trouvais en plus le projet intéressant, paradoxalement, ils se sont fait virer les coachs, mais finalement la prouesse aussi de coaching qui avait été fait cette saison avec cette nouvelle attaque totalement atypique, c'est pas mal du tout, hein. Je crois que je l'ai même pas dit dans le podcast, mais c'est une des meilleures attaques de NBA, alors ils sont pas premiers, mais je crois qu'ils sont dans le top ils sont en top 5, top 6 je crois en termes d'attaque, donc ça marchait, voilà. Je veux pas non plus finir sur une note négative, mais bref, j'ai hâte de voir comment est-ce que les envies des propriétaires vont pas dicter, voire limiter tout ceci. Ce serait un peu dommage, mais bref, donc voici pour Memphis, et donc on va se retrouver bientôt, mais comme c'est les playoffs, je ne sais pas pourquoi, peut-être un point sur les séries en cours au bout d'un moment, peut-être je voulais un peu parler de Denver Clippers, je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve très bientôt, évidemment. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, comme d'habitude, ça fait très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.